Donc, bonjour, bienvenue. La présentation va commencer dans quelques minutes. Bonjour, la présentation va commencer dans une minute. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être des nôtres en si grand nombre. Cela nous fait toujours très plaisir de voir que nos événements vous intéressent autant. La webdiffusion d'aujourd'hui s'intitule COVID-19, connaissances actuelles sur la prévention des complications. Alors que nous apprivoisons la vie avec le COVID-19, la communauté scientifique travaille au développement de meilleures solutions. Le développement de traitements a amélioré la prévention des complications pouvant mener à des hospitalisations. Madame Kim Dang, pharmacienne, nous parle des derniers traitements de protection qui sont disponibles au Canada pour prévenir les hospitalisations. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour la région du Québec à la Société de leucémie lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à la voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencière ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur votre état de santé. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute pendant la période de questions et réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Prochaine diapo. Pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être moins, la mission de la Société de leucémie lymphome du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par tout type de cancer du sang et ce, tout au long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Notre nouveau site Internet, cancerdu-sang.ca, regorge d'informations et de ressources qui sont faciles d'accès grâce à une nouvelle façon d'y naviguer. Par exemple, et ce depuis la pandémie, nous offrons un centre de ressources sur la COVID-19. Articles, témoignages, enregistrements de nos webdiffusions, tout s'y trouve. Consultez le cancerdu-sang.ca. Prochaine diapo. Toujours sur notre site Internet cancerdu-sang.ca, vous trouverez des brochures et des fiches d'information gratuites et validées par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements et de l'information pratique. Prochaine diapo.
Vous trouverez également des vidéos animées qui mettent en lumière des informations sur les différents cancers du sang et les traitements. Nous avons également une nouvelle série de vidéos animées sur la vie après le cancer. Apprivoiser la peur de la récidive, gestion d'un cancer chronique et s'adapter à sa nouvelle normalité. Prochaine diapo. Nous avons également une chaîne de balado. Parlons des cancers du sang. Nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Vous pouvez également entendre des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Prochaine diapo. Vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous? C'est possible avec notre programme de soutien par les pairs et notre groupe de soutien. Communiquez avec nous pour de l'information supplémentaire ou savoir comment y participer. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Mme Kim Dang, pharmacienne chef à la pharmacie Torani et Haddad. Graduée de l'Université de Montréal en 2007, Kim Dang a pratiqué pendant plusieurs années dans les pharmacies communautaires dans divers milieux du Québec. Depuis les 10 dernières années, elle concentre sa pratique dans une pharmacie spécialisée dans différents champs thérapeutiques, dont l'oncologie, l'immuno-oncologie, les maladies auto-immunes et rares. Elle est la pharmacienne-chef à la pharmacie Torani et Haddad et s'occupe du volet opérationnel et clinique à la pharmacie afin de constamment optimiser la pratique. Kim, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci Jennifer pour l'introduction et merci également à la Société de leucémie et lymphome pour toute l'éducation que vous faites, autant pour les patients que pour les professionnels de la santé. Donc, je vais commencer pour dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Et le plan de la présentation aujourd'hui, c'est qu'on va revoir vraiment les notions de base du virus de la COVID-19, un survol au niveau de la vaccination et les dernières mises à jour quant à la vaccination. Et dans le fond, je vais parler plus spécifiquement des traitements en prévention, en pré-exposition pour la COVID, c'est-à-dire les traitements qui sont disponibles pour prévenir l'infection à la COVID avant qu'on ait attrapé l'infection. Donc, avec le traitement disponible actuellement au Canada, le Evusheld. Et par la suite, je vais passer à travers les traitements qu'on donne maintenant en prévention, en post-exposition. Donc, c'est vraiment pour un traitement une fois qu'on attrape la COVID de façon plus aiguë. Et les traitements disponibles actuellement sont le Paxlovid, principalement, qui se donne pour les patients qui ne sont pas hospitalisés, là, donc en externe. Il y a aussi Evusheld qui est maintenant indiqué aussi en post-exposition depuis le 18 octobre, donc c'est tout nouveau. Et de survol, le Sotrovimab et le Veklury qui se donnent plus dans un contexte chez les patients hospitalisés. Donc, pour commencer, juste pour qu'on retourne à la base, donc la définition de la COVID-19, c'est quoi? Donc, la COVID-19, c'est vraiment une infection causée par un virus de la famille des coronavirus, donc spécifiquement ce qu'on appelle le SRAS-CoV-2. Puis c'est les virus de la famille des coronavirus peuvent causer des maladies tant chez les animaux que chez les humains. Par contre, en termes de transmission chez les humains, les patients vont se faire contaminer principalement par contact direct avec les sécrétions. On peut aussi être infecté par le virus par des particules projetées dans l'air. Donc, quand une personne parle, une personne respire, une personne qui éternue ou qui tousse, et plus rarement, mais qui est aussi possible via les surfaces contaminées avec les sécrétions. En termes d'épidémiologie, donc on sait que la COVID-19, depuis le 11 mars 2020, donc depuis 2 ans et demi déjà, l'OMS a déclaré une alerte au rang de pandémie. Statistiquement, dans le monde, là, on parle en date du 10 octobre, 626 millions de cas avec environ 6,5 millions de décès. Au Canada, on a eu 4,2 millions de cas de patients avec la COVID, avec 45 000 décès. Et le Québec a quand même été assez atteint là, avec 1,2 million de cas, avec 16 000 décès répertoriés en date du 10 octobre 2022. Donc, en termes de mécanismes d'action, comment est-ce que la COVID nous affecte? Si vous pouvez voir l'image ici en rouge, c'est le virus de la COVID et on peut voir des petites parties protubérantes. Ça, c'est ce qu'on appelle la spicule de la COVID-19, donc la
fameuse protéine S que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est cette partie-là qui va permettre au virus de s'attacher aux cellules humaines, puis elle va pénétrer notre cellule pour nous infecter par la suite. J'en parle parce que la protéine S constitue vraiment un cible pour de nombreux traitements là, contre la COVID-19. Et quand on parle de COVID-19, bien, on a été atteint par différentes vagues de variants au Canada. Donc, on sait qu'il y a plusieurs variants et même plusieurs sous-types de variants qui peuvent constituer différentes caractéristiques. Par exemple, qui peut affecter tant au niveau de la contagiosité de la maladie, ça peut également affecter la gravité au niveau des symptômes et ça peut moduler là, la réponse qu'on a au traitement. Donc, au Canada, par exemple, historiquement, on a eu des vagues de alpha, delta, gamma et tout dernièrement, depuis presque un an, là, donc décembre 2021, on est atteint avec la vague d'Omicron et les sous-variants d'Omicron. Et avec ces différents variants-là, ça a causé différentes vagues de COVID au Canada aussi. Donc, en date du 9 octobre, il y a eu 7 vagues d'infections importantes jusqu'à présent, avec celles, comme vous voyez ici, la 5e et la 6e vague là, ont été particulièrement importantes en décembre dernier, qui a été portée par l'Omicron qui était hautement transmissible. En termes de signes et symptômes, les signes et symptômes, comme j'avais mentionné, peuvent vraiment varier en fonction du variant de la COVID. Les symptômes peuvent être légers à modérés et la durée peut également varier, mais ça tourne autour de 14 jours habituellement. Et il y a certaines personnes qui peuvent également développer la COVID longue. Étant donné qu'on est atteint principalement avec les vagues d'Omicron actuellement, ici, c'est vraiment le portrait des symptômes qu'on voit principalement avec l'Omicron. Donc, les symptômes courants, c'est surtout l'écoulement nasal, les éternuements, mal de gorge ou maux de tête. Moins fréquemment, on peut voir de la toux, des douleurs articulaires, des frissons, de la fièvre, des étourdissements et des douleurs musculaires. On peut avoir aussi des symptômes gastro-intestinaux, tels la nausée, la diarrhée, la douleur abdominale, de l'enrouement au niveau de la gorge et une apparition d'une diminution ou une perte totale de goût ou de l'odorat. Et des symptômes qui sont possibles, mais qui sont plutôt rares actuellement, si on peut avoir des glandes enflées, une douleur à la poitrine, un rythme cardiaque irrégulier, de l'essoufflement, des manifestations cutanées, le délire ou la confusion, ou ce qu'on appelle plus un cerveau embrumé, où les gens ont comme la difficulté à se concentrer, là, par exemple. Donc, je vais commencer à refaire un survol en ce qui a trait à la vaccination, que vous savez très bien qui est disponible dans le pays. Donc, l'objectif de la vaccination, c'est vraiment de réduire l'incidence de la maladie et la circulation du virus dans la population. Donc, c'est sûr qu'une personne vaccinée peut quand même attraper la COVID et peut le transmettre, mais la vaccination va diminuer les risques à cet effet. Et l'objectif est aussi de prévenir, dans le fond, les maladies graves et les décès reliés à la COVID, ce qui va nous permettre comme société là, de revenir à une vie normale. Donc, quand on parle de vaccination, on va souvent parler d'immunisation active. Puis ce que ça veut dire, c'est souvent le vaccin, dans le fond, va aider à stimuler notre système immunitaire à produire des anticorps qui, eux, vont permettre de combattre le virus au moment qu'on va être atteint du virus. Puis en termes de personnes ciblées, bien, c'est vraiment, on cible pas mal la population totale là, en ce qui a trait à la vaccination parce qu'on sait que c'est la meilleure défense qu'on a contre le virus, qui inclut également les populations des bébés jeunes de 6 mois et plus, les femmes enceintes et pour notre population en leucémie et lymphome, mais les personnes immunodéprimées. Donc, maintenant, je vais passer à travers quelques questions courantes qu'on peut rencontrer chez les patients. Le premier, c'est est-ce que les vaccins contre la COVID sont sécuritaires? Une raison principale qui peut faire que les gens hésitent de se faire vacciner. Et je vous dirais que la réponse, c'est que oui. On a peut-être l'impression que le processus s'est fait rapidement, mais il y a vraiment une collaboration au niveau des équipes scientifiques là, internationales. Mais Santé Canada s'assure vraiment que toutes les étapes avant l'approbation d'un vaccin sont respectées. Donc, sont vraiment soumis aux mêmes normes scientifiques rigoureuses, aux mêmes normes de qualité
aux mêmes essais et à la même surveillance post-commercialisation que tout nouveau vaccin approuvé au Canada. Donc, on n'a pas sauté des étapes là, durant la commercialisation des vaccins contre la COVID. Puis, pourquoi je le mentionne, c'est très important parce qu'en termes d'efficacité, la vaccination constitue vraiment le moyen le plus efficace pour prévenir l'infection, mais surtout les hospitalisations et les décès reliés à la COVID-19. Vous voyez ici sur l'écran, il y a trois graphiques, donc en ce qui a trait au cas de COVID, en termes d'hospitalisation et en termes de décès. Et on peut voir ici à gauche, donc en gris, c'est chez les personnes non vaccinées et par la suite, en vert pâle, les personnes qui ont eu une série primaire là, complétée. Donc, on parle souvent de 2 doses chez une personne immunocompétente ou 3 doses chez une personne immunodéprimée, mais qui a eu le calendrier de vaccins requis. Et on sait aussi que chez les gens, par la suite, qui ont eu 1 dose additionnelle et encore mieux 2 doses additionnelles chez la population cible, on voit clairement que l'efficacité, tant au niveau du nombre de cas, mais surtout en termes d'hospitalisation et en termes de décès, le vaccin est extrêmement efficace là, pour de prévenir ces 3 choses-là chez la population. Donc, c'est important de se faire vacciner. Et actuellement, en termes de vaccins disponibles, il y en a plusieurs au Canada actuellement. Ils peuvent avoir des types, différents mécanismes d'action. Donc, on peut voir des vaccins à ARN messager qu'on voit avec Moderna et Pfizer, les 2 premiers vaccins approuvés au Canada pour la COVID. Et on peut voir aussi différents types de vaccins, là, donc inactifs. Mais c'est sûr que ce qu'il faut retenir, c'est que les vaccins à ARN messager contre la COVID sont vraiment les plus efficaces contre la COVID et ils doivent donc être privilégiés. Donc, c'est pour une raison quelconque, ils n'ont pas été utilisés pour la série primaire de vaccination. On recommande fortement que les vaccins à ARN messager soient utilisés pour les doses additionnelles, vu qu'elles sont beaucoup plus efficaces pour la COVID. Puis en termes de mécanismes d'action, c'est sûr que le but, ce n'est pas d'aller dans les détails ici, mais je voulais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne, les vaccins à ARN messager, parce qu'il y a quand même l'engouement et l'anxiété par rapport à ce nouveau type de vaccin, si vous voulez. Mais essentiellement, comment le vaccin fonctionne, c'est quand on administre le vaccin, ce qu'on administre, c'est dans le fond des brins d'ARN du virus qui est enveloppé là, dans une couche de lipides. Ça lui permet de rentrer dans notre cellule humaine suite à l'injection du vaccin. Une fois que l'ARN rentre dans la cellule, elles vont se lier aux protéines qu'on appelle les ribosomes. Ça, c'est vraiment des usines là, qui permettent de produire des protéines. Donc, dans ce cas-ci, la fameuse protéine spike, la S-protéine que je vous ai mentionnée au début, qui, elle, permet au virus de s'attacher aux cellules. Donc, nos cellules vont produire ces protéines S, puis par la suite, ces protéines S vont être reconnues par notre système immunitaire, puis elle va produire les anticorps. Comme ça, on va déjà reconnaître ces protéines S qui se présentent au niveau du virus. Donc, gardez en tête que l'ARN messager n'entre pas dans le noyau de la cellule du tout. Donc, elle ne peut pas se reproduire par elle-même, puis ça ne peut pas modifier le code génétique. Puis, en fait, une fois qu'elle est rentrée dans la cellule puis qu'elle produit les protéines S, elle est quand même assez rapidement dégradée aussi. Donc, il ne devrait pas avoir de l'inquiétude à cet effet. Donc, la prochaine question, c'est si j'ai une réaction allergique légère à modérée suite au vaccin à ARN messager, est-ce que je peux reprendre une autre dose? La réponse est oui. C'est sûr que pour tout vaccin, on s'attend à des réactions légères à modérées qui sont attendues et normales, comme l'enflure au site d'injection, par exemple, et ça n'empêche pas l'injection d'une dose ultérieure. Il n'y a pas vraiment de précaution particulière là, qui est recommandée. Puis, on recommande d'être observé par l'infirmière selon les délais habituels. Si j'ai une réaction allergique maintenant grave au vaccin d'ARN messager, est-ce que je peux recevoir un autre vaccin contre la COVID-19? La réponse est oui. Donc, si vous avez eu une réaction allergique grave avec le vaccin d'ARN messager, donc une allergie qui est vraiment confirmée
habituellement avec les ingrédients comme le polyéthylène glycol ou le trométamol. Donc, c'est vraiment des réactions assez rares, mais ça ne nous empêche pas de prendre un autre type de vaccin contre la COVID, donc les vaccins inactifs, par exemple, tant que ce n'est pas dans la catégorie des vaccins d'ARN messager. Donc, normalement, ça devrait être la seule raison là, pourquoi on n'a pas pour un vaccin ARN messager. Maintenant, combien de doses de vaccin une personne immunodéprimée devrait recevoir? Donc, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc, pour une personne immunodéprimée, ce qu'on appelle la primo-vaccination, donc la série de vaccinations primaires, on recommande vraiment 3 doses versus 2 doses, étant donné que les personnes immunodéprimées ont comme une réponse sous-optimale au vaccin. Donc, les 3 doses, on recommande de les espacer de 4 semaines entre chaque dose. Et on fait quand même les 3 doses, même si vous avez eu une infection antérieure à la COVID. Maintenant, pour les personnes immunodéprimées, on recommande également une dose de rappel parce qu'on a vu que les doses de rappel augmentent l'efficacité pour diminuer le risque de cas d'hospitalisation et de décès. Cette dose de rappel-là est recommandée 3 mois après la dernière dose de vaccin ou bien 4 semaines après une infection si vous avez une infection aiguë et active de la COVID. Maintenant, ce qui est recommandé aussi tout dernièrement, donc là, on a 3 doses en série primaire, 1 dose de rappel. Pour les personnes immunodéprimées, on va recommander une autre dose additionnelle, donc la 5e dose. Ça, c'est vraiment recommandé chez certaines patients cibles seulement, qui inclut les personnes de 12 ans et plus immunodéprimées. Donc, cette dose additionnelle-là est recommandée également 3 mois après la dose de rappel ou 4 semaines après l'infection. Donc, je vous recommande fortement de continuer à poursuivre les recommandations là, en ce qui a trait à la vaccination au Québec actuellement. Maintenant, est-ce qu'une personne ayant une greffe de cellules souches hématopoïétiques devrait se refaire vacciner contre la COVID-19? La réponse est oui, parce qu'en général, une greffe de cellules souches hématopoïétiques va entraîner vraiment une perte de l'immunité existante. Donc, on doit considérer que cette personne-là n'a jamais été vaccinée dans le passé. Donc, le calendrier de vaccination, c'est vraiment évalué par l'équipe soignante là, au centre de la greffe. Puis, habituellement, ça va se faire 3 à 6 mois après la greffe, sans égard au nombre de doses de vaccin contre la COVID reçues préalablement. Donc, c'est comme si on doit recommencer une série primaire là, à 0. Maintenant, est-ce qu'une personne ayant eu une immunothérapie contre le cancer par cellule CAR-T devrait se refaire vacciner contre la COVID-19 aussi? La réponse est oui. Donc, pour les traitements de CAR-T, c'est vraiment comme une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, ça peut mener à une perte d'immunité acquise par la vaccination antérieure. Donc, encore une fois, on doit considérer que cette personne-là n'a jamais été vaccinée. Donc, le CIQ, qui est le Comité sur l'immunisation du Québec, recommande, même chose que la greffe de cellules souches hématopoïétiques, une revaccination, donc 3 à 6 mois après la thérapie, sans égard au nombre de doses de vaccin contre la COVID reçues préalablement. Donc, avec le contexte actuel avec la COVID, comme vous le savez, puis avec ce que je vous ai montré, donc les méthodes de barrière puis la vaccination constituent vraiment les meilleures méthodes de prévention là, contre la COVID-19. Par contre, les personnes qui sont immunosupprimées peuvent avoir une réponse sous-optimale à la vaccination, étant donné que notre système immunitaire est plus faible, on produit moins d'anticorps, donc ça peut les mettre plus à risque à des complications, telle une réponse qui est non favorable à la maladie, une infection qui peut être persistante, ça peut mener aux échecs au traitement en cas d'hospitalisation aussi. Puis quand on parle de immunosupprimés, ça va atteindre surtout les patients justement avec un cancer hématologique, mais aussi les patients tout traitement de chimiothérapie, des transplantations d'organes, les patients qui ont une dialyse au niveau des reins, des patients qui prennent des médicaments immunosuppresseurs ou qui ont déjà une immunodéficience là, primaire. Donc, actuellement, au Canada, il existe un seul produit qu'on peut donner en prévention pré-exposition. C'est le médicament qui s'appelle Evusheld.
Donc, c'est vraiment indiqué en prévention pré-exposition, donc avant qu'on attrape la COVID, chez les adultes et les adolescents qui n'ont pas récemment été exposés à une infection par le SARS-CoV-2, donc qui n'ont pas d'infection active actuellement parce qu'on donne en prévention. Et la population cible, c'est vraiment chez les patients qui sont immunovulnérables, donc on s'est peu susceptible d'avoir une réponse immunitaire satisfaisante à la vaccination, ou chez qui que vraiment la vaccination contre la COVID n'est pas recommandée là, pour une raison médicale. Gardez en note, c'est très important que ces médicaments ne remplacent pas la vaccination, mais on va vraiment donner en complément là, comme protection additionnelle en plus de la vaccination. Donc, Evusheld, comment ça fonctionne, ces médicaments-là? Donc, contrairement aux vaccins, là, quand on parle d'immunisation active pour laquelle on stimule notre système immunitaire à produire les anticorps, Evusheld, c'est ce qu'on va appeler une immunisation passive. C'est-à-dire qu'on ne produit pas les anticorps, on vous injecte directement les anticorps. Puis, ces anticorps-là sont dirigés contre la protéine S du virus. Ça empêche, dans le fond, le virus de pénétrer la cellule humaine. Donc, ça empêche au virus de nous infecter. Donc, Evusheld, la dose, ce n'est pas important, là, mais c'est 300 mg là, par injection intramusculaire. Donc, c'est vraiment 2 injections qui sont données de façon distincte, soit dans les muscles fessiers ou dans la cuisse. On va recommander une surveillance d'au moins 30 minutes. Puis, on recommande des précautions chez les personnes à haut risque d'un événement cardiovasculaire ou thromboembolique, donc à risque de caillot, par exemple. Puis chez les patients qui n'ont pas été étudiés, donc les moins que 18 ans ou les femmes enceintes, la seule contre-indication, c'est si vraiment on a une allergie grave là, au Evusheld. Puis en termes d'interaction, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait des interactions avec les anticorps, mais on recommande tout quand même là, d'attendre 14 jours après la dernière dose de vaccin de COVID avant d'administrer le Evusheld. Puis c'est un produit qui se garde au frigo. Puis brièvement, la raison pourquoi Santé Canada recommande le Evusheld, c'est approuvé au Canada, c'est selon l'étude qu'on fait, l'étude PROVINT, pour laquelle on a étudié des patients là, qui ont un risque augmenté d'une réponse inadéquate à la vaccination ou un risque augmenté d'avoir une infection à la COVID. Donc, on les a donné Evusheld en injection, puis on les a comparés au groupe placebo, donc le groupe chez les patients qui n'ont pas reçu de médicaments. Puis on a surveillé ces patients-là pour voir, au bout du compte, est-ce qu'ils ont attrapé l'infection de façon symptomatique à partir du moment qu'ils ont reçu Evusheld jusqu'à 183 jours après l'administration. Donc, on parle autour de 6 mois après. Et en termes des résultats, bien, ça a été très, très, très positif. Sur le graphique ici, vous pouvez voir en haut, dans le fond, la première ligne pâle. Ça, c'est chez les patients pour qui on n'a pas donné de médicaments. Donc, ils ont reçu le placebo, puis le nombre de cas de COVID, versus en bas, en gris foncé, c'est chez les patients qui ont reçu le Evusheld. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'étude avec Evusheld, ça a diminué de 83 les chances d'attraper la COVID chez les patients qui ont reçu le Evusheld. Puis plus le temps avançait, c'est sûr, plus il y avait des gens qui étaient atteints là, de la COVID, mais chez le patient qui ont reçu Evusheld, l'effet se maintenait là, au bout de 6 mois. Puis c'est important aussi de noter qu'il n'y a eu aucune maladie sévère ou de décès dans le groupe Evusheld. Donc, ça s'est avéré là, très efficace. Maintenant, est-ce que le médicament était sécuritaire? Donc, parmi tous les patients qui ont été étudiés, on peut voir que statistiquement, le nombre d'effets secondaires chez les patients qui ont reçu le médicament Evusheld, donc 35 versus placebo, donc qui n'est pas un médicament, donc 34 c'est très similaire en termes d'effets secondaires. Et l'effet secondaire principal qu'on a vu là, autour de 2 c'était surtout des réactions au site d'injection, ce qui est très normal et entendu pour tout médicament en injection. On peut voir ici, par contre, en ce qui a trait aux effets secondaires cardiaques, c'est très faible, donc 0,7 chez Evusheld, mais c'était quand même plus haut que dans le placebo à 0,3 c'est pour ça qu'on recommande de consulter si vous avez un signe et symptôme d'un événement cardiovasculaire ou thrombolique, donc c'est-à-dire un caillot dans le sang.
Puis ça, la raison pourquoi c'est un peu plus élevé chez le groupe Evusheld, c'est qu'on a vu que ça atteignait surtout chez les patients qui ont déjà une historique de maladie cardiaque ou thromboembolique qui était plus à risque. Donc, il faut faire un petit peu plus attention auprès de ces patients, mais on voit quand même que statistiquement, ça demeure faible là, comme effet secondaire. Donc, actuellement, en termes de critères d'éligibilité au Québec, qui est dicté par l'INES, qui est notre Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc, c'est vraiment l'INES qui décide en termes de remboursement là, pour tous les médicaments, ce qui est recommandé ou ce qui n'est pas recommandé. Et pour un traitement comme Evusheld qu'on donne en prévention, donc pour ne pas attraper la COVID, c'est vraiment recommandé chez 2 catégories de patients. La première catégorie, c'est les patients de 18 ans et plus avec une immunosuppression sévère, quel que soit le statut vaccinal. Donc, qu'importe qu'il soit vacciné ou non, on recommande chez une personne immunosupprimée de recevoir le Evusheld. Puis, comment on fait pour savoir c'est quoi la définition d'immunosuppression? C'est sûr, c'est une liste non exhaustive, puis ça va vraiment être selon à la discrétion de votre médecin, mais généralement, on parle d'un traitement actif, d'une tumeur solide ou d'un cancer hématologique qui est jugé fortement immunosuppresseur par votre médecin traitant. Chez les patients qui reçoivent aussi un traitement de CAR-T ou des greffes de cellules souches hématopoïétiques jusqu'à la reconstitution immunitaire complète, ou chez les patients avec un déficit immunitaire primaire, donc qui ont déjà une condition d'immunosuppression, puis qui reçoivent déjà là, des anticorps de suspicion pour combler cette immunosuppression. Et la deuxième catégorie de patients pour Evusheld au Québec, c'est vraiment chez les patients pour qui la vaccination n'est pas une option, vraiment pour des raisons médicales, donc qui ont eu une allergie sévère, puis qui ne leur permettent pas de prendre de vaccin, donc aucun vaccin, et depuis qu'ils ont des facteurs de risque élevés de complications, soit par leur âge, donc de 60 ans et plus, ou chez les adultes là, avec des comorbidités, des problèmes de santé qui les met à risque. Donc, la catégorie 2, c'est quand même rare, là, vu que les allergies aux vaccins sont quand même très rares. Maintenant, quelques questions qui sont reliées au traitement préventif de Evusheld. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir si je suis éligible au traitement? Donc, c'est vraiment, il faut que vous demandiez à votre pharmacien ou votre médecin. Donc, au Québec, les pharmaciens ont le droit de prescrire le Evusheld. Donc, si vous êtes éligible, le pharmacien ou le médecin peut vous le prescrire. C'est un traitement qui a une gratuité à 100% chez les personnes éligibles. Donc, pour toutes les assurances, que vous ayez une assurance avec la RAMQ, donc au public ou une assurance privée, le médicament coûte 0 $ et l'administration aussi, donc c'est gratuit à 100%. Donc, si je ne suis pas certain si mon traitement est immunosuppresseur, que dois-je faire? Donc, étant donné que c'est un traitement de prévention, il n'y a aucune urgence à administrer le Evusheld, mais je vous recommande de contacter votre équipe traitante là, en oncologie afin d'en discuter si ça n'a pas déjà été fait. Et où est-ce que je peux me faire injecter le Evusheld? Donc, le Evusheld, ce n'est pas un vaccin, c'est vraiment un traitement complémentaire. Donc, ça doit être donné par une infirmière. Ça peut être infirmière dans une pharmacie, dans un CLSC, ou il y a certains hôpitaux là, dans des départements spécialisés qui offrent le Evusheld et qui peuvent vous l'administrer aussi. Donc, il faut vous informer auprès de votre équipe traitante. Maintenant, si j'ai des symptômes de COVID, est-ce que je peux prendre le Evusheld? La réponse, c'est que, bon, étant donné que là, on parle d'un contexte de traitement de prévention en pré-exposition, c'est important de confirmer si on a la COVID ou non, si on a des symptômes un peu grippaux. C'est sûr que le délai en infection récente et l'administration de Evusheld, donc si vous attrapez la COVID puis que vous voulez prendre Evusheld en prévention, on devrait attendre au moins 8 jours, là, ou au moins lorsque l'infection est résolue, dans un contexte en prévention spécifiquement. Mais si vous êtes enrhumé, mais il ne s'agit pas de la COVID, donc on coule du nez, mal de gorge, ce n'est pas la COVID, on recommande quand même que c'est préférable d'attendre que l'infection soit guérie, juste pour éviter toute confusion là, entre les symptômes de l'infection et d'éventuels effets indésirables. Il n'y a pas d'urgence, encore une fois, donc c'est mieux d'attendre qu'on soit bien avant de s'administrer le médicament.
Maintenant, j'ai été récemment exposée à la COVID, donc j'ai été en contact avec une personne avec la COVID, mais je n'ai pas de symptômes. Est-ce que je peux prendre le Evusheld? Donc, en premier lieu, il faut s'assurer, encore une fois, vu que c'est un traitement en prévention, qu'on n'a pas contracté la COVID, avant d'administrer la prévention. On recommande d'attendre au moins 8 jours là, suite à votre contact avec quelqu'un qui est positif à la COVID avant de faire quoi que ce soit. Si au bout de 8 jours, vous n'avez aucun symptôme, c'est raisonnable de prendre le Evusheld. Mais si vous développez des symptômes dans les 8 jours qui suivent, bien, on peut se faire un test de dépistage. Puis si jamais c'est négatif, bien, on ira de l'avant avec le Evusheld, encore une fois, dans un contexte de traitement de prévention. Maintenant, si j'ai déjà eu la COVID, ce qui a atteint quand même beaucoup de Québécois, est-ce que je devrais quand même prendre le traitement préventif? Donc, la réponse est oui, si vous êtes éligible. Donc, avoir des antécédents de COVID n'est pas une contre-indication à recevoir le Evusheld en prévention, surtout si vous avez attrapé le virus lors des premières vagues, parce qu'on sait que ce n'est pas le même variant de virus. Mais c'est sûr qu'encore une fois, on recommande au moins 8 jours là, entre une infection récente et l'administration du Evusheld ou lorsque l'infection est résolue. Toutefois, on sait par contre que quand on attrape la COVID, on a quand même une genre de protection contre la COVID pour peut-être 2 à 3 mois, là, du moins pour les hospitalisations et des décès. Donc, ça pourrait être raisonnable d'attendre 2 à 3 mois après l'infection avant l'administration du Evusheld. Mais ce n'est vraiment pas une recommandation officielle, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment du cas par cas selon votre dossier médical, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait en pratique, qui serait raisonnable dans le fond. Maintenant, après combien de temps vais-je être protégée après l'injection avec le Evusheld? Donc, sur l'administration du médicament, le médicament prend environ 6 heures pour atteindre un niveau minimal protecteur. Donc, c'est un médicament qui va vous protéger assez rapidement là, suite à l'injection du produit. Puis, est-ce qu'une dose de rappel pour Evusheld est nécessaire une fois qu'on l'a injecté? Pour l'instant, la réponse est non. Donc, il n'y a pas de dose de rappel de recommander. On sait que l'efficacité, selon l'étude qu'on a vue, elle dure au moins 6 mois, mais c'est un médicament qui dure quand même longtemps dans le corps. Donc, on pense que l'efficacité pourrait durer 6 à 12 mois de façon raisonnable, mais pour l'instant, il n'y a aucune dose de rappel qui est recommandée. Donc, il faut suivre les recommandations là, actuelles concernant le produit. Donc, on vient de parler d'Evusheld, donc le seul traitement disponible en prévention pré-exposition pour éviter d'attraper la COVID ou les complications. Maintenant, je vais vous parler du traitement en post-exposition avec la COVID. Donc, lorsqu'on attrape l'infection, comment est-ce qu'on peut le gérer? Donc, c'est quoi les médicaments qui sont disponibles pour minimiser l'impact de l'infection? Donc, le premier, le principal dont on va parler, c'est vraiment le Paxlovid. C'est un traitement qui est disponible pour les patients qui sont non hospitalisés, donc vraiment en communautaire. Donc, il est indiqué chez les patients qui ont une maladie légère à modérée, chez les adultes qui ont eu un résultat positif, puis qui ont un risque élevé là, de progression grave de la maladie. Vu qu'on est en traitement post-exposition, c'est important de le prendre selon un timeline établi. Donc, ça, il faut le prendre rapidement. Là. Donc, pour Paxlovid, ça doit être pris dans les 5 jours qui suivent l'apparition des symptômes. Et comme je dis, c'est vraiment pour un traitement léger à modéré donné en communautaire. Donc, ce n'est pas indiqué là, chez quelqu'un une forme sévère ou critique de la maladie. Ça, c'est vraiment dans un autre contexte chez les patients hospitalisés. On n'utilisera pas le Paxlovid à ce moment-là. Donc, Paxlovid, mécanisme d'action, dans le fond, c'est vraiment un médicament qu'on appelle un antiviral qui, elle, dans le fond, va bloquer la réplication ou la multiplication virale. Donc, elle permet de guérir de l'infection le plus rapidement possible. Donc, Paxlovid, c'est un traitement qui se prend par la bouche. Donc, c'est 3 comprimés qui constituent 2 sortes de médicaments, là, le Nirmatrelvir et le Ritonavir. Mais c'est 3 comprimés qu'on prend 2 fois par jour, donc 3 le matin, 3 le soir. Ça peut être pris avec ou sans nourriture pour 5 jours. Donc, on a 30 comprimés au total pour prendre pour le traitement.
À titre informatif, si vous oubliez de prendre une dose, parce que ça se peut que ça arrive, si on constate l'oubli dans les 8 heures qui suivent l'heure anticipée là, de la dose, on peut prendre la dose la plus vite possible puis poursuivre selon l'horaire habituel par la suite. Par contre, si on oublie la dose, ça fait déjà 8 heures et plus qu'on oublie la dose, bien, on saute cette dose à ce moment-là, puis on prend la prochaine dose au moment prévu. Donc, il ne faut jamais doubler la dose. En termes de précaution, on recommande précaution chez les femmes enceintes, les personnes de moins de 18 ans, parce que ça n'a pas été étudié, et chez les patients qui ont des problèmes aux reins. Ce n'est pas contre-indiqué, mais il y a un ajustement de dose à faire. Puis les contre-indications, c'est vraiment si on a eu une réaction allergique grave au traitement ou chez les patients qui ont des problèmes aux reins ou au foie là, très sévères. C'est un médicament qui a beaucoup, beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, c'est sûr, ça demande une surveillance accrue par les pharmaciens si ça se garde à température ambiante, ce traitement oral. Donc, Paxlovid, la raison pourquoi c'est recommandé, c'est selon l'étude EPIC-HR, pour laquelle on a étudié chez les adultes là, qui ont eu la COVID depuis 5 jours ou moins, qui ont eu des risques élevés de complications. Donc, on a traité les patients soit avec Paxlovid ou soit avec placebo, donc pas de médicaments, et on a regardé l'efficacité. Ce qui nous intéressait, c'est pour voir est-ce que ça diminuait le nombre d'hospitalisations et le décès dans les 28 jours suivant l'administration du Paxlovid. Et ce qu'on a eu comme résultat, c'est que c'est très, très, très positif encore une fois. Donc, ce qu'on voit ici en bleu, dans le premier graphique du haut, c'est pour les cas d'hospitalisation. Donc, on voit ici qu'en bleu, il y avait beaucoup plus d'hospitalisation chez les patients qui ne prenaient pas de médicaments versus chez les patients qui prenaient le Paxlovid. Et le deuxième graphique en bas, c'est pour les décès. Donc, le nombre de décès chez les patients qui ne prenaient pas de traitement versus chez les patients qui prenaient un traitement, on voyait qu'il n'y a aucun décès dans le groupe Paxlovid. Donc, l'étude a démontré que quand on prend un traitement comme Paxlovid en post-exposition, donc suite à une infection, dans les 5 jours qui suivent, ça a diminué, dans le fond, de 89 le risque d'hospitalisation et de décès avec le Paxlovid. Donc, c'était des résultats très positifs en termes d'efficacité. Et en termes de profil de sécurité, c'était très favorable aussi. On voit que les effets secondaires sont plutôt mineurs, là, et donc goût métallique dans la bouche, diarrhée, hypertension artérielle ou douleur musculaire, mais on parle de 1 donc c'est quand même très, très rare. Donc, au Québec, les critères d'éligibilité à Paxlovid, donc en post-exposition, c'est vraiment la même que chez les Evusheld. Donc, ce n'est pas donné pour toute la population, mais vraiment chez les personnes immunosupprimées ou chez les personnes pour qui la vaccination est contre-indiquée et qu'il y a des risques élevés là, de complications. Donc, encore une fois, chez les personnes éligibles, c'est une gratuité à 100 et ça peut également être prescrit par les pharmaciens et les médecins au Québec. Donc, c'est un peu le but de la présentation aujourd'hui, c'est pour vous démontrer l'accès que vous pouvez avoir là, avec les traitements si vous attrapez la COVID pour les patients éligibles. Maintenant, les questions qui peuvent survenir avec le Paxlovid. Donc, si je suis vaccinée, est-ce que je peux prendre le Paxlovid? C'est sûr que, comme je vous disais, en termes d'éligibilité, c'est vraiment les personnes immunodéprimées, qu'importe que vous soyez vacciné ou non, on est éligible au Paxlovid. Puis pour les personnes immunocompétentes, seulement les personnes à risque, à moins qu'il y ait vraiment un cas particulier là, selon le jugement du médecin, mais généralement, vraiment chez les personnes qui ont une contre-indication à la vaccination. Maintenant, si j'ai déjà pris Evusheld en prévention, est-ce que je peux prendre le Paxlovid en traitement aussi? La réponse est oui. Donc, un traitement de prévention en pré-exposition n'empêche pas un traitement en post-exposition. C'est vraiment 2 choses distinctes. Donc, il n'y a pas de problème de prendre Paxlovid, même si on a déjà pris Evusheld en prévention. Si j'ai déjà pris le Paxlovid, est-ce que je peux prendre Evusheld ensuite? Donc, le contraire. La réponse est oui aussi, encore une fois. Donc, habituellement, si on prend Evusheld en prévention, on ne peut pas le donner durant une infection aiguë. Donc, on va attendre au moins 8 jours lorsque l'infection est résolue. Et comme je vous ai mentionné, on peut l'administrer après, on peut prendre 2-3 mois, mais ça, c'est selon le jugement du médecin ou du pharmacien qui vont vous le prescrire, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait en pratique.
Si je prends le Paxlovid, mais là, je ne me sens pas mieux, est-ce que je peux le prendre pour un autre 5 jours? Donc, pour un total de 10 jours au lieu de 5 jours de traitement. La réponse est non. Donc, le traitement de Paxlovid, c'est vraiment pour un 5 jours de traitement seulement, puis ça doit être pris dans les 5 jours suivant les symptômes. Puis on ne recommande pas de faire un autre traitement de 5 jours, même si on ne va pas mieux. C'est sûr, si vous n'allez vraiment pas mieux, on va à l'hôpital à ce moment-là. Si j'ai déjà pris le Paxlovid pour un traitement aigu et que j'attrape à nouveau la COVID, est-ce que je peux reprendre le Paxlovid? La réponse est oui. Donc, le Paxlovid, c'est vraiment un traitement aigu là, qui empêche les hospitalisations et des décès. Donc, si on a des infections subséquentes à la COVID, puis qu'on est toujours éligible, évidemment, il n'y a rien qui nous empêche de prendre d'autres traitements. Mais comme je dis, c'est important de distinguer des infections distinctes parce qu'il peut arriver qu'il y a des gens qui ont la COVID, qui prennent le Paxlovid, qui vont un peu mieux, puis là, ils sentent que ça va un peu moins bien. Là, on parle de la même infection. Comme j'ai mentionné précédemment, on ne reprend pas un autre traitement. Mais si c'est comme plusieurs mois après et qu'on a besoin de reprendre le traitement, on peut le reprendre à nouveau. Puis comme toujours, il faut suivre les recommandations de votre pharmacien ou de votre médecin. Maintenant, si j'ai des symptômes de la COVID depuis plus que 5 jours maintenant, est-ce que je peux prendre le Paxlovid? Donc, non, malheureusement. Donc, c'est important de réagir rapidement, de se tester là, si on a des symptômes. Le Paxlovid doit être vraiment pris dans les 5 jours au moins suivant l'apparition des symptômes. Donc, si ça fait déjà plus que 5 jours que vous avez des symptômes, ce n'est pas recommandé. En fait, vous ne serez pas éligible là, de prendre le traitement à ce moment-là. Et si je prends d'autres médicaments, est-ce que je peux le prendre avec le Paxlovid? Donc, comme je vous ai mentionné, Paxlovid, c'est vraiment un traitement oral qui a beaucoup d'interactions. Donc, c'est vraiment votre pharmacien qui va faire l'analyse de votre dossier pour s'assurer que tous les médicaments sont compatibles, qu'il n'y a pas de contre-indication, puis qui va vous enseigner là-dessus. Mais si jamais vous prenez un médicament là, qui est contre-indiqué avec le Paxlovid, votre professionnel de la santé vous référez à un spécialiste à l'hôpital à ce moment-là pour d'autres alternatives. Là, si jamais vous êtes éligible au Paxlovid, mais vous avez une contre-indication comme chez pour une interaction ou autre. Donc ça constitue Paxlovid, le traitement qui se donne en communautaire pour un traitement en traitement. Là, ce qui est nouveau là, depuis que j'ai monté cette présentation, c'est que Evusheld, que je vous ai parlé beaucoup en prévention, pré-exposition, depuis le 18 octobre, donc ça fait vraiment pas longtemps, c'est également indiqué en traitement, comme le Paxlovid, en post-exposition aussi. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas la même dose. Donc, depuis le 18 octobre, Evusheld peut donner pour une maladie légère ou modérée, donc dès qu'on a attrapé le virus, chez les adultes qui ont un risque élevé de progression de leur maladie. Puis, étant donné qu'on donne dans un contexte de traitement, donc pour prévenir les hospitalisations et les décès, il faut le prendre rapidement aussi. Et ça doit être pris dans les 7 jours là, qui suivent l'apparition des symptômes. Puis habituellement, en pratique, on va utiliser Evusheld lorsqu'on ne peut pas prendre Paxlovid pour contre-indication, d'interaction, de problèmes rénaux. Puis c'est approuvé, comme je dis, depuis le 18 octobre. Mais ça, c'est un traitement qui va plus donner dans un contexte à l'hôpital. Donc, ce n'est pas éligible en pharmacie communautaire encore. Donc, je vais vous donner plus à titre informatif là, les informations pour Evusheld puis les prochains traitements qui se donnent à l'hôpital seulement. Donc, pour Evusheld, maintenant, en traitement post-exposition, comme je dis, c'est important de faire la distinction parce que ce n'est pas du tout la même dose. Donc, c'est vraiment 600 mg. Donc, ça, la personne qui vous prescrit le traitement va évidemment ajuster la dose selon si on donne en prévention pré-exposition ou en post-exposition, parce que ce n'est pas du tout la même dose. Et ça, la raison pourquoi Santé Canada a approuvé le médicament depuis le 18 octobre, c'est qu'il y a des résultats de la nouvelle étude qui est sortie, le TACO, pour qui on l'a utilisé chez les petits adultes là, qui ont la COVID depuis 7 jours et moins, puis qui ont des risques élevés de complications. Donc, on les a donné Evusheld, donc la double dose en prévention, contre le placebo. Puis, on a regardé encore une fois l'efficacité selon l'hospitalisation ou les décès dans les 28 jours suivant le traitement.
Puis les résultats, bien, c'était positif aussi. Donc, on voit ici en haut le nombre de cas sévères de COVID chez les patients qui ont pris le placebo, donc pas de médicaments en orange, versus les patients qui ont pris le Evusheld en bleu. Et le résultat de l'étude, c'est que ça diminue de 50 les cas d'hospitalisation et de décès quand on prend Evusheld dans un contexte post-exposition. Donc, ça s'est ajouté là, dans une des options thérapeutiques là, pour la gestion de la COVID pour prévenir les hospitalisations et le décès. Donc, je vous dirais qu'actuellement, les 2 traitements principalement utilisés pour les maladies légères à modérées, c'est vraiment Paxlovid, donc en communautaire, ou Evusheld aussi une option pour l'instant seulement disponible à l'hôpital. Puis, c'est sûr que les choses évoluent assez rapidement, mais pour l'instant, si pour une raison quelconque, une personne n'a pas accès à Paxlovid ou Evusheld, il reste 2 traitements qui sont disponibles, encore une fois, administrés dans un contexte hospitalier. Donc, il y a également le médicament Sotrovimab qu'on donne en post-exposition, donc chez les personnes atteintes de la COVID, avec des symptômes légers à modérés depuis 5 jours ou moins. Encore une fois, on va vraiment l'utiliser quand il n'y a pas d'autre alternative. Puis ça doit être donné à l'hôpital, vu que c'est un traitement là, donné en intraveineux. Donc, c'est vraiment une perfusion qu'on donne sur 1 heure, qui requiert 1 heure d'observation. Par contre, il y a très peu d'effets secondaires avec le traitement. C'est principalement la nausée, diarrhée, maux de tête. Les précautions, c'est surtout chez les femmes enceintes parce que ça n'a pas été étudié. C'est contre-indiqué chez les patients qui ont une allergie grave. Puis vu que c'est des anticorps, il n'y a pas vraiment d'interaction, puis ça se garde au frigo. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment un contexte hospitalier. Et comme autre alternative, on a aussi le traitement, le Veklury, également donné en traitement en post-exposition chez les personnes atteintes de la COVID, qui ont un test positif depuis 7 jours ou moins, comme d'autres alternatives là, au Paxlovid. Mais ça doit être administré, encore une fois, dans un établissement de soins de santé aussi. Avec le Veklury, il est un peu plus compliqué à donner parce que non seulement c'est une perfusion intraveineuse, elle doit se donner sur 3 jours au total. Donc, ça requiert une équipe de soins spécialisée avec une observation d'1 heure pour les réactions liées à la perfusion. Puis les précautions, mais encore une fois, chez les personnes non étudiées, donc femmes enceintes, à moins les personnes qui ont des problèmes au rein ou au foie, contre-indication sur une réaction allergique et peu d'interactions probables. Puis c'est un produit qui se garde au frigo aussi. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que les méthodes barrières et la vaccination constituent vraiment les meilleures méthodes de prévention contre la COVID-19 et les complications de celle-ci. Mais pour les patients à haut risque de complications de COVID, notamment les patients immunosupprimés avec un cancer hématologique, il existe maintenant des traitements de prévention en pré-exposition, donc en Evusheld, qui diminue grandement le risque d'attraper la COVID ou les hospitalisations et les décès, mais aussi en post-exposition, donc une fois qu'on a attrapé la COVID, mais les traitements de post-exposition doivent quand même être débutés dans les plus brefs délais. Donc, c'est important de reconnaître les symptômes, de se faire tester et d'aller consulter. Et tout ça va permettre, dans le fond, de revenir à une vie normale parce que ce qu'on veut, c'est on va vivre avec la COVID, mais on ne veut pas avoir des complications, des décès, justement, reliés à la COVID. Donc, c'est important de toujours suivre les directives de votre équipe traitante et du gouvernement du Québec en tout ce qui a trait à la COVID. Donc, Jennifer, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation super intéressante. C'est maintenant l'heure de notre période de questions. Tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses. Je vous rappelle que notre conférencière ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur votre état de santé. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute. Si on ne répond pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Donc, prochaine diapo.
Oui. Donc, on avait une question ici au niveau du Paxlovid, au niveau de l'immunosuppression sévère seulement pour l'éligibilité. Donc, c'était la question, est-ce que c'est seulement l'immunosuppression sévère qui est éligible pour le Paxlovid? Oui, oui, tout à fait. Puis, ce n'est pas facile à répondre parce qu'il n'y a pas de critères clairs. C'est quoi une immunosuppression sévère? Donc, c'est vraiment à la discrétion du médecin traitant là, pour évaluer votre traitement pour dire si si vous êtes immunosupprimé sévère ou non. Donc, effectivement, ça ne s'applique pas pour une immunosuppression légère, là, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que c'était très, très clair. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, si jamais il y a des questions qui suivent suite à ça, on va pouvoir entrer en contact avec vous et les répondre. Donc, merci beaucoup, Kim, d'avoir pris le temps là, de répondre. On a des merci là, dans les discussions. Donc, je vais prendre, dans le fond, prochaine diapositive. Donc, je prends quelques minutes pour vous inviter à notre prochain événement, la Conférence nationale virtuelle sur la leucémie, du 21 au 24 novembre 2022. Toute la semaine, des experts présenteront les dernières avancées en matière de traitement et de prise en charge de la LLA, de la LMA, de la LLC et de la LMC. De plus, des conférences sur les avancées en recherche ainsi que sur la gestion des effets secondaires des traitements seront également présentées. Excusez-moi. Réservez votre place dès aujourd'hui. Inscrivez-vous à l'une ou l'ensemble des présentations. Prochaine diapositive. Cette web diffusion a été rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca et de Pfizer. Prochaine diapositive. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Veuillez prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. C'est toujours bien apprécié. Donc, je vous remercie. Merci, Kim, encore une fois. Prenez bien soin de vous et à une prochaine. Ça fait plaisir. Bye bye. Bonne journée.